Mhm. Ok. Euh, Très bien. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Chez moi ici, il est encore tôt, mais j'espère que la journée se passe bien jusqu'à présent pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Elsie Karimeri, vice-présidente de l'organisation Vie for Vie Jeune, et on travaille principalement pour encourager les jeunes à prendre soin de leur avenir. Et donc, on a différents programmes qui vont dans ce sens-là. Et le programme Kivu Young Voice est fait avec l'organisation Génération Épanouie, qui agit aussi dans le même sens. Et aujourd'hui, notre webinaire Kivu Young Voice est sur la thématique de la paix et la sécurité dans la région est du Congo. Et notre cher invité a bien voulu, a accepté de venir nous présenter cette thématique-là. Il se nomme David Soumali. Il est enseignant et chercheur au département de paix et transformation des conflits à l'Université évangélique en Afrique, à Bukavu, d'où moi aussi je suis originaire. Il a un bac +5 dans le domaine mentionné et il va défendre son master en études de paix et conflit très bientôt. Donc, ses recherches sont axées sur les thématiques telles que la gouvernance, la sécurité urbaine, les relations internationales, et il a aussi plusieurs autres travaux qui ont été publiés avec d'autres collègues dans des domaines, dans leurs domaines spécifiques. Donc, merci beaucoup, David, d'avoir accepté de venir nous présenter et je vous laisse maintenant la parole. Merci Esli, bonjour à tout le monde. Bon, du moins, ça dépend des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Esli vient de me présenter, papa qui puisse y avoir quelque chose à ajouter. Sous sa permission, je crois que je vais devoir partager mon écran pour commencer, si vous le permettez. Voilà. Je pense que tout le monde a accès à mon écran là. Vous pouvez confirmer si c'est le cas. Oui, Voilà, merci. Comme l'a dit Esli, et comme vous pouvez le constater sur vos écrans, la thématique, bon, du moins, pour ne pas aller vite, j'aimerais d'abord présenter mes remerciements à Biforbi de m'avoir accordé la confiance pour partager ensemble cette thématique qui s'articule autour de la paix et de la sécurité dans la région est de la RDC, dans une dimension, ou du moins dans une forme interrogative, cherchant à savoir quelles sont finalement les retombées de cette paix et pourquoi est-ce primordial pour la jeunesse. Voilà, je vais agrandir mon écran pour entrer dans les vifs du sujet. Je pense que là, ça va. Mon plat est ainsi articulé. Il va tourner autour de trois points principaux, à part l'introduction et la conclusion. Voilà, premièrement, on aura à introduire euh, la thématique. Euh, En deuxième lieu, nous aborderons le contexte qui est le nôtre en RDC, dans sa partie Est où je me trouve actuellement. Vous vous demanderez pourquoi parler de conflit alors que la thématique en tant que telle parle de la paix. Eh bien, loin de moi l'idée de confronter ou de faire un conflit épistémologique entre la polémologie et l'ironologie. C'est ceux qui pensent que l'on ne peut parler de paix sans parler du conflit, parce que la paix n'est qu'une résultante du problème, ou du moins, la paix n'est que la solution que l'on cherche à un problème. Et le problème en tant que tel, c'est le conflit. Et puis, j'aimerais, avant de continuer, savoir combien de temps j'ai pour ne pas tirer à la longueur alors que je n'ai pas beaucoup de temps. désolée, j'ai manqué. Vous avez dit quoi, pardon? Et je demandais combien de temps j'avais pour ne pas tirer à longueur. Oui, bien Vraiment. sûr.
Euh, 1 heure. Après, Une heure. il y a des questions. Oui. Ce cadre-là, ça m'arrange. Voilà, je disais donc, en présentant mon plan, je disais qu'on ne peut finalement pas parler de paix sans commencer par les conflits, parce que la paix n'est qu'une résultante de la recherche d'une solution au problème. En l'occurrence, le problème, c'est les conflits. Toute la conflictualité, si l'on en parle avant de parler de paix, ce n'est pas pour mettre du poudre sur le feu en termes de conflictualité hein, systémologique entre, euh, comme je disais, la polémologie de Gaston Boutoul et l'irénologie de Joan Galtung, si vous permettez. Mais bon, c'est justement pour se circonscrire dans cette réalité selon laquelle les conflits occupent une place de choix si l'on veut parler de la paix. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le deuxième point portera essentiellement sur la jeunesse, maintenant en tant que telle, dans un ancrage finalement dichotomique à l'est de la RD. On en parlera. Et troisièmement, on va parler finalement de la paix, parce que c'est de ça qu'il s'agit globalement. Pourquoi est-ce primordial d'en parler aujourd'hui? Quelles sont les implications pour la jeunesse? J'ai axé ces implications dans une dimension beaucoup plus épistémologique et pratique. Et puis, j'aurai à conclure en dernier lieu. Permettez donc que je commence. Là, déjà, ce sujet, c'est que ma prise de parole, mon intervention est beaucoup plus académique. D'ailleurs, Esli l'avait déjà souligné lorsqu'on a eu nos premiers échanges. Ce n'est pas le choix, c'est ma casquette, donc permettez que je m'oriente dans ce sens-là. Vous comprendrez avec moi d'emblée que la conflictualité aujourd'hui dans le monde post-guerre froide est beaucoup plus complexe. La conflictualité, elle est complexe parce que vous conviendrez avec moi qu'avant la guerre froide, les conflits étaient beaucoup plus classiques, les conflits étaient beaucoup plus ouverts et déclarés, et les conflits portaient essentiellement à une dimension beaucoup plus ouverte, et on pouvait aisément se permettre de parler de la guerre en tant que telle. Euh, après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire après la guerre froide, on a connu une sorte de transition vers une certaine complexité de la conflictualité. Aujourd'hui, notamment en Afrique, parce que c'est le continent dans lequel nous nous trouvons, c'est là où on va s'apaisantir beaucoup plus, mais pas qu'en Afrique, même au Moyen-Orient, et que ce soit même en Amérique latine, avec le guérilla en Colombie, avec Pablo Escobar pour le trafic de cocaïne, que ce soit le terrorisme avec son ascendance au Moyen-Orient, avec Al-Qaïda ou les Hamas, que ce soit en Afrique avec des guerres civiles internes, des groupes armés, des rébellions. On est beaucoup plus aujourd'hui, du moins après la guerre froide, en face d'une configuration interne des conflits et qui peut à première vue paraître simple parce que c'est interne, mais en réalité une configuration beaucoup plus complexe de la conflictualité. Et dans cette nouvelle configuration de conflit, les jeunes occupent une place de choix. Les jeunes occupent une place de choix. Loin de moi l'idée ici de dire que les jeunes n'étaient pas enrôlés lorsqu'il s'agissait de conflits déclarés ou de guerres en tant que tels. Mais aujourd'hui, avec, comme je vais le dire d'ailleurs, avec les groupes armés, avec les groupes terroristes, l'enrôlement se fait même à partir des universités, que ce soit pour les groupes terroristes ou même pour des rébellions. L'enrôlement se fait dans des cités ou dans des villages et c'est beaucoup plus exacerbé par les conditions socio-économiques des jeunes. Et donc les jeunes sont beaucoup plus impliqués volontairement ou inconsciemment dans la dynamique des conflits. Et là, que ce soit en Afrique ou même sur d'autres cieux, comme je l'ai dit. Euh, et s'il faut placer déjà ou poser un jalon institutionnel ou juridique à l'implication des jeunes dans la dynamique des conflits, permettez-moi de jongler avec ces deux concepts et de parler d'abord de la paix avant de rentrer dans les conflits pour expliquer
là où je suis en train de vouloir orienter mon message. C'est qu'on va se rendre compte finalement qu'autant les jeunes, comme je l'ai dit tantôt, s'impliquent dans une dynamique de la conflictualité, autant ces derniers, du moins juridiquement, dans une approche normative, c'est-à-dire ce qui doit être, sont appelés à contribuer à la paix. Cela est institué beaucoup, que ce soit au niveau de l'Union africaine, pour ce qui est de l'Afrique, mais également de manière générale par les Nations Unies à travers sa résolution 2250, qui déjà avait posé d'ores et déjà les jalons pour l'implication des jeunes aux efforts de la paix. Mais, euh, euh, contrairement à ces cadres juridiques qui existent sur le plan international, les jeunes sur la réalité est telle que, aussi vrai qu'il puisse être qu'ils s'impliquent dans les efforts de paix, en tout cas certains parmi eux, d'autres sont mobilisés tous azimuts dans la dynamique de la conflictualité. Là, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, à travers le terrorisme, à travers les groupes armés, à travers des revendications identitaires et socio-économiques. Voilà. Là, c'était de manière générale, juste pour poser le contexte général, si vous le permettez. J'ai parlé de l'Afrique, j'ai également parlé du Moyen-Orient, et maintenant, là, permettez-moi, j'ai également parlé de l'Amérique du Sud, notamment la Colombie ou même le Mexique, si vous voulez. Pourquoi ne pas souligner les attentats du 11 septembre aux États-Unis? Justement pour vous faire comprendre que la conflictualité, elle n'est pas une réalité typiquement africaine. C'est une réalité globale qui concerne toutes les civilisations, qui concerne la territorialité mondiale de manière générale. Maintenant, euh, s'il faut parler de la RDC, pour les Congolais qui me suivent, je ne sais pas si on est tous Congolais, mais en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux questions de l'Est et de la RDC, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Est de la RDC traverse aujourd'hui trois décennies de conflits violents, de conflits armés, des conflits armés qui ne sont pas nécessairement, encore une fois, permettez-moi d'être beaucoup plus académicien, des conflits armés qui ne sont pas nécessairement à confondre avec la guerre. On peut bon tolérer que les gens du quartier ou de nos différents quartiers parlent de guerre et dire en Swahili chez nous tout comme Vita, on dirait parler de la guerre. Mais pour les académiciens, on parlera de conflits armés. Pourquoi? Parce que c'est important de préciser ce concept-là et que, différemment d'une guerre, comme je l'ai dit d'avant, guerre froide, les conflits armés qui n'ont pas une connotation forcément guerrière euh, se limitent à des confrontations asymétriques, comme je l'ai dit. La configuration d'après-guerre froide est caractérisée essentiellement par des conflits asymétriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclaration de guerre officielle, il n'y a pas des armées organisées qui se battent sur les champs de bataille, mais l'on peut avoir un cas de figure où une armée organisée apporte son soutien, n'est-ce pas, à une rébellion interne, apporte son soutien à une organisation non classique, mais armée interne, qui a des revendications beaucoup plus nationalistes et pas forcément internationalistes. Si cette armée externe, qui peut être animée par une politique de son pays d'origine, une politique qui peut être finalement géopolitique, qui peut être tournée par des enjeux économiques. Et donc, c'est le cas de figure qui est le nôtre. On est face, depuis 3 décennies maintenant, comme je le disais, à une conflictualité interne, internationalisée. 3 décennies déjà, c'est-à-dire, c'est vraiment, faut se le dire. Et ces conflits, comme je le disais, tournent essentiellement autour des enjeux économiques, politiques, identitaires et géopolitiques. Permettez-moi d'insister sur les enjeux économiques et identitaires parce que vous conviendrez finalement avec moi que ça constitue un point de jonction ou un élément pouvant nous permettre d'établir un lien entre la conflictualité et la jeunesse. Cette jeunesse-là qui est désœuvrée, cette jeunesse qui n'a pas d'emploi, cette jeunesse qui est frustrée, on va y arriver d'ailleurs,
et qui finalement devient une proie facile à toutes sortes, n'est-ce pas, de manipulations politiques, toutes sortes de recrutements dans les groupes armés, toutes sortes de désinformations, et voilà, et à toutes sortes, comment je dirais, d'engagements en faveur ou en défaveur de la patrie. Là encore, on y arrivera. Et donc, euh, circonscrire ce contexte congolais dans les enjeux politiques, économiques et identitaires est tellement important pour mon exposé, beaucoup plus parce que finalement, sans ces enjeux économiques, l'on n'aurait pas eu des jeunes qui soient frustrés. Sans ces enjeux identitaires, où les gens, comme le disent essentiellement les travaux qui fait prof Bosco Mutukiwa, les gens ne seraient pas obnubilés ou facilement manipulés par des enjeux identitaires, si la cohésion sociale régnait par-dessus tous ces clivages identitaires. On va y arriver encore une fois. Et donc, troisièmement, ici, euh, comme je l'ai dit tantôt, pour ce qui est de la dimension générale de la conflictualité, la considération congolaise des conflits s'inscrit aussi dans cette complexité asymétrique où les groupes armés, où les rébellions, où les contestations internes font la loi. Et maintenant, qu'en est-il de la jeunesse dans tout ça? Qu'en est-il de la jeunesse dans tout ça? Quelles sont donc les implications de la jeunesse? Et on va, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, que finalement la jeunesse, dans, pour ce qui est des conflits en RDC, joue ce que l'on peut appeler, oui, Excusez-moi, désolée de vous couper, vraiment, je suis désolée. Mais il y a certaines personnes qui mentionnent qu'ils n'entendent pas bien. Donc, je vais juste demander est-ce que tout le monde entend bien. Sinon, peut-être, je ne sais pas s'il est possible de changer, de passer des écouteurs à l'ordinateur, au son juste de l'ordinateur. Moi, j'entends bien. Je ne sais pas pour les autres. Oui, moi-même, j'ai vous capte 10 sur 10. Ah, ok, bon. D'accord. D'accord. pas mon souci alors. Oui, L'élève côté que ça peut c'est bon. Merci beaucoup, hein. Merci. être obligé de revenir trop en arrière. Si je dois vers ce que tout le monde attend. Je peux continuer, sous votre permission? Oui, bien sûr, merci. Voilà. Donc, je disais, chère audience, que finalement, la jeunesse, on se posera la question dans tout ce contexte-là, quelle est finalement la place de la jeunesse dans la conflictualité? Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est que finalement la jeunesse occupe une place dichotomique. Dichotomique, pourquoi? C'est à travers l'histoire de la conflictualité, que ce soit en 1996 avec les conflits de l'AFDL, que l'on appelle en guillemets guerre de libération. Encore une fois, j'aimerais préciser le concept. Parler de guerre, on peut cautionner, mais académiquement parlant, les termes ne passent pas, mais on peut en parler juste pour se convenir sur les concepts. Quel est encore sur les éléments essentiels du contrat proprement? Voilà, je disais que, premièrement, on parle du conflit armé de libération. Moi, je préfère me construire dans cet ancrage épistémologique ou conceptuel-là, parler du conflit de libération 1996. Ou, si vous vous rappelez bien, parmi nous, peut-être qu'il y en a ceux qui n'avaient pas un âge de maturité, mais quand même, à travers l'histoire, on peut comprendre que Mzee Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il vient renverser le régime de Mobutu, il ira plus loin jusqu'à utiliser ou ne pas mobiliser les enfants soldats. Les enfants soldats qui vont faire des marches à pied de la partie est du pays jusqu'à Kinshasa. Là, j'aimerais insister sur la participation des enfants soldats. Vous pouvez les lire dans différents documents qui sont accessibles. Et la communauté internationale, tellement qu'elle était lassée par la dictature de Mobutu, va même aller jusqu'à fermer les yeux sur cette violation du droit international humanitaire commise par l'AFDEL et ses alliés. Donc, là, déjà, vous comprenez déjà que la jeunesse s'impliquait déjà dans la liste de libération sous AFDL. Il en est le cas également en 1998, avec ce qu'on va, on va appeler la deuxième guerre du Congo, n'est-ce pas?
une guerre, du moins, conflit, encore une fois, je vais revenir sur le concept, les conflits armés que l'on appelle en guillemets deuxième guerre du Congo, qui va opposer le régime de M. Laurent Désiré Kabila et ses anciens alliés, rwandais, burundais, ougandais. Et là encore, ces jeunes qui sont venus libérer le Congo de l'époque n'avaient pas encore atteint un âge de maturité, pour ne pas dire un âge de vieillesse. J'aimerais si que l'on ait un entendement sur, d'ailleurs c'est sur les slides qui est projeté ici. Troisième point, j'aimerais qu'on puisse avoir un entendement commun sur les jeunes, de par les concepts que nous voulons utiliser pour les catégoriser. En tout cas, pour ce qui est de notre réflexion, ça bien même les Nations Unies considèrent les jeunes, ou du moins les jeunes comme ceux ayant l'âge les 18 ans et jusqu'à 24 ans, mais en tout cas pour le contexte qui est le nôtre, le contexte des conflits en l'occurrence, est jeune, celui qui a entre 18 et 35 ans, celui qui est encore vigoureux, celui qui est encore dynamique, celui qui a toute sa lucidité, qui peut, n'est-ce pas, s'engager physiquement, psychologiquement sur les champs de bataille. Ou alors celui qui peut vivre les conflits et faire preuve de résilience face à celui. Voilà pour nous la conception du mot jeune, en tout cas pour ce qui est de ma réflexion. Et donc, je reviens pour ce qui était de 1998. Vous allez vous rendre compte que tous ces jeunes gens qui vont accompagner en 1998 M. Laurent Désiré Kabila, en 1998, ils ne sont pas si vieux que ça. Et donc, bien qu'ils vont connaître une sorte de ramification, une sorte de recomposition, pour ne pas dire une sorte de métamorphose, et qui vont constituer des années plus tard les troupes qui vont constituer les RCD, les troupes qui vont constituer les RCD, et ce sont des jeunes, encore une fois, qui sont impliqués dans cette deuxième phase de la conflictualité en RDC, en l'occurrence la deuxième guerre. Aussi, si nous allons en 2012 avec la première version du M23, pour ceux qui sont à Goma actuellement, ou même pour ceux qui sont à Bukavu, ils ne vont pas me contredire que les troupes qui vont composer les M23 dans leur liste revendicationnistes identitaires sont essentiellement composées en 2012 déjà des jeunes, en tout cas en majorité. Quoique leurs commandants soit dans une tranche d'âge allant de 35 à 40 ans, voire à 50 ans, mais en tout cas, les troupes sur les champs de bataille sont composées essentiellement des jeunes. Aussi, pour ce qui est du contexte actuel du conflit, c'est-à-dire à partir de 2021, année marquée par les retours de M23 avec leur deuxième phase, cette fois dans un format en coalition avec l'AFC, qui est la branche politique du M23. Là encore, on a une tranche d'âge qui varie entre 18, 20, 25 ans et 35 ans. Et là, on parle que de M23. Si l'on y associe les Ouazalendo, on va y arriver encore. Là encore, les Ouazalendo sont en train de se battre beaucoup. Se situe aussi essentiellement dans cette tranche d'âge allant de 18 à 35 ans, voire. Et voilà. Et donc, l'histoire du pays est caractérisée systématiquement par cette forte mobilisation de la jeunesse dans la conflictualité. Là, je viens de dresser un tableau historique pour ce qui est de la conflictualité, de ces quatre principaux conflits. Et là, pour ne pas citer les autres, d'entre-deux, si vous voulez, notamment le conflit du CNDP, aussi le conflit voilà, des Tangani, avec tous les massacres qui sont perpétrés de ce côté-là, vous comprendrez que les jeunes, quoi qu'il en soit, ont joué un rôle culminant dans la conflictualité. Et que donc, si l'on doit maintenant avoir un entendement commun sur les participations en ce qui concerne les conflits, on va avoir, et là maintenant je vais parler de la dichotomie que j'ai annoncée au début, cette dualité-là, en fait, dresse des tableaux.
Le premier tableau, c'est que les jeunes sont producteurs de la violence. Et d'ailleurs, cela corrobore ce que je viens de dire avec les différents cycles de conflits qu'a connu l'Est de la RDC. Les jeunes sont producteurs de la violence, d'une part, et d'une autre part, les jeunes sont victimes de la conflictualité. C'est-à-dire, d'un côté, on a des cas d'enrôlement par force dans des groupes armés. Il y a Tiviri et Tico qui parle davantage de cela dans leur article publié en 2024, qui se passe essentiellement sur les sites de la RDC. Vous aurez la bibliographie à la fin de mon adresse. Et, à part l'enrôlement dans des groupes armés par force, nous avons des déplacements internes. Aujourd'hui, nombreux sont des rapports de la communauté internationale à travers ces différentes branches, que ce soit médiatiques ou des ONG, qui rapportent les déplacements internes et même des refuges à l'extérieur du pays, notamment au Burundi, au Kenya, à Nairobi ou en Tanzanie, où nombreux de nos compatriotes ont été contraints de trouver refuge cause du retour du conflit. Et là, les sources, ces déplacements internes ont comme corollaire comment je dirais, la rupture, c'est-à-dire les sources de revenus qui sont compromises. Vous aviez une activité génératrice de revenus, vous comme jeune, vous vous retrouvez en train de fuir la guerre, vous aviez votre champ, vous êtes contraint de l'abandonner, et vous aviez votre activité entrepreneuriale. Il y a des taxes qui ne disent pas leur nom, qui sont instaurées radicalement, notamment ici à Bukavu. Ceux qui sont là ne vont pas me contredire. L'entrepreneuriat, le secteur entrepreneurial est considérablement compromis à cause de la conflictualité. Vous avez, pour ceux qui étaient encore sur les bancs de l'école, d'ailleurs, nous à l'université, nous connaissons des cas comme ça où des étudiants ont été obligés de ne pas revenir, tout simplement parce qu'ils ont manqué des voies pour revenir et continuer leurs études, notamment à l'université évangélique en Afrique, où je connais des cas d'étudiants qui n'ont pas pu participer aux examens parce qu'ils ont fui l'intensité qu'avait prise la conflictualité et ils n'ont pas pu revenir pour continuer leurs études. C'est-à-dire vous retrouvez votre parcours scolaire et académique compromis, des tueries, là encore, il faut en parler. C'était pour seulement la simple prise de la ville de Goma et Bukavu depuis le retour du conflit en 2021. La prise de Goma et Bukavu qui ont eu lieu, les deux prises qui ont eu lieu récemment d'ailleurs, depuis janvier et février 2025. Eh bien, on est en train de compter, en tout cas les rapports, c'est pas moi qui les dis, ce sont des rapports qui sont en ligne et qui sont accessibles à tous. On est en train de compter plus de 3000 civils tués. Plus de 3000 civils, s'il vous plaît, tués, et parmi eux, des jeunes qui sont en majorité dans un nombre faramineux. Et la cycle continue, c'est presque chaque soir, je pense que l'audience ne va pas me contredire là-dessus, c'est presque chaque soir ou après 2 jours que vous attendez par-ci, par-là, dans un coin comme dans un autre, à Bukavu ou à Goma, qu'on a tué un jeune. Voilà. Et les violences sexuelles concernant les femmes, ça aussi, il faut les souligner et c'est documenté. Et puis vous avez la manipulation identitaire et politique également, dont sont victimes les jeunes. En plus, et ça ne date pas seulement du contexte actuel du conflit, parce que Mutukiwa, dans ses travaux, qui repose en paix, en avait déjà assez documenté. Et de l'autre côté du tableau maintenant, vous avez les jeunes qui sont producteurs de la violence, pas? Et une fois qu'ils sont recrutés dans des groupes armés, ils infligent la violence à la communauté, ils infligent la violence à d'autres jeunes comme eux. Ils tuent d'autres jeunes comme eux sans se soucier de leur avenir, si vous me permettez encore une fois. Et les jeunes, non seulement ils sont auteurs de la violence physique directe, ils sont aussi auteurs de la violence indirecte à travers les espaces numériques. Leur forte mobilisation sur les réseaux sociaux aujourd'hui est source de manipulation sur les net, est source de rumeurs sur les net, est source de discours séparatistes sur les net, et cela envenime considérablement, n'est-ce pas, les risques d'escalade du conflit. Et aussi,
pour ce qui est de nos espaces urbains, on a connu ici lors de la prise de la ville de Bukavu, même pour ce qui est de la prise de la ville de Goma, pour ne pas citer Bunagana et tous les coins périphériques de nos deux provinces, la délinquance juvénile avec des sabotages des magasins, des pillages des articles, des commerçants. On a aujourd'hui une lutte farouche entre les autorités qui nous dirigent actuellement avec des jeunes qui sont dans des associations de malfaiteurs, des jeunes qui sont dans des règlements de comptes, des jeunes qui sont envoyés, n'est-ce pas, pour piller, pour braquer et même pour tuer. Et voilà donc, les jeunes se retrouvent dans cette sorte de dichotomie qui sont à la fois auteurs, sont à la fois victimes de la violence et parfois auteurs aussi de la violence. Mais maintenant, ce qui est du dernier point, je pense que c'est le dernier, je ne sais pas si j'ai assez consommé d'énergie comme ça. Qu'en est-il maintenant de la paix? Qu'en est-il de la paix finalement dans tout ça? Et pourquoi est-ce primordial d'en parler? Et comme je vous l'ai dit dans mon propos introductif pour une fois, je vais beaucoup plus orienter mon propos dans cette section dans une approche épistémologique et critique. En effet, en ce qui me concerne, je suis de ceux qui pensent que la responsabilité pour ce qui est la construction de la paix, elle est finalement partagée. Parce qu'on est en train de parler des jeunes, eh bien, permettez-moi de mettre les jeunes en évidence en premier lieu. Mettre les jeunes en évidence ne signifie pas que c'est à eux seul qu'appartient cette responsabilité. Cette responsabilité, elle est partagée entre les jeunes d'une part et l'État d'une autre part. Et donc, vous conviendrez avec moi qu'épistémologiquement parlant, la paix est une affaire de tous. La paix n'est pas une affaire d'une certaine catégorie de personnes. La paix est une affaire collective. Et ce n'est pas Séverine Autefer qui va me contredire là-dessus. Parce que, épistémologiquement parlant, encore une fois, dans une approche, ou du moins dans une partie constructiviste de la paix, bien, Séverine Autefer soutient et la paix est un fruit finalement de la construction humaine. Autrement dit, la paix ne peut pas se décider par une certaine tranche de la population qui exclut les autres. La paix demande une certaine participation collective. Et d'ailleurs, avant de parler de Wayne, qui est le précurseur du courant constructiviste, permettez-moi, même si je ne l'ai pas dit dans ces slides, de parler des tardants, finalement, qui estiment qu'on ne peut pas envisager la construction de la paix, on ne peut pas envisager le développement si l'on se détache, de la logique participative, si l'on se détache de la logique inclusive. Donc, la communauté locale, en l'occurrence les jeunes en ce qui nous concerne dans cet exposé, sont, ou du moins constituent un élément indispensable, un élément avec lequel on ne peut s'en passer pour parler de la paix. Et donc, ils ont leur rôle à jouer comme acteurs clés dans une dynamique de construction de la paix. Vous serez d'accord avec moi que les jeunes sont ceux qui maîtrisent le mieux toutes les subtilités locales. Les jeunes sont ceux qui maîtrisent le mieux les quartiers. Les jeunes sont ceux qui maîtrisent le mieux toutes les complexités communautaires, que ce soit dans nos villages ou même dans nos villes. Les jeunes sont ceux qui maîtrisent le mieux les rouages qui permettront, n'est-ce pas, à construire la paix sur le plan communautaire et national. Et pour ne pas dédouaner l'État dans tout ça, je mobilise ainsi, je mobilise l'approche structuraliste, et cette approche structuraliste, n'est-ce pas, qui vient mettre l'État devant sa responsabilité. Comme vous le savez bien, l'approche structuraliste estime que finalement, les développements, les changements sociaux, les bien-être collectifs ne sont que tributaires de la façon dont la société est structurée, de la façon dont les systèmes fonctionnent dans son ensemble. Et donc, l'État, qui est le garant de ce système-là, va, n'est-ce pas, permettre à la jeunesse, qui est un sous-système de ce système au sens large du terme, à bien fonctionner.
Ce n'est que l'État qui peut faire en sorte que, n'est-ce pas, les fléaux qui gangrènent et qui systématiquement favorisent la participation des jeunes dans des groupes armés, la frustration des jeunes, le mécontentement des jeunes, ce n'est que l'État qui peut y mettre un terme à s'attaquant de manière structurelle. Là, j'aimerais mobiliser l'IDERAC dans cette approche encore une fois, à s'attaquant de manière systémique à la corruption, aux injustices, au clientélisme, à la mauvaise gouvernance, au népotisme, à la fragilité de l'État de manière large. C'est dans cette posture-là que le structuralisme peut permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse de vivre dans un climat qui lui favorise une économie de choix, une éducation, une intégration, un entrepreneuriat, si vous le permettez. Et faut-il ajouter, toujours dans cette dimension épistémologique et pratique, toutes les subtilités webériennes, finalement. Et là, encore une fois, j'aimerais placer un accent particulier parce que, finalement, comme Max Weber l'avait souligné depuis, l'État est celui qui doit posséder les monopoles de la violence légitime. Dès lors que l'État ne possède pas le pouvoir, ou du moins les monopoles de la violence légitime, il y aura une sorte d'anarchie qui va s'installer. Et c'est à ça que nous assistons aujourd'hui à l'FPI, que vous allez vous rendre compte que l'État n'est pas le seul à posséder. D'ailleurs, l'État est dépossédé, si vous le permettez, de son monopole de violence légitime. Il n'y a pas de monopole sur le terrain. Il n'y a pas de monopole de la force, en tout cas étatiquement parlant. Et là, il y a tout un débat qui est en train d'émerger. D'ailleurs, avec les collègues, on est en train de réfléchir sur comment publier un article là-dessus, sur les Ouazalendo. Les Ouazalendo qui sont au cœur, n'est-ce pas, empiriquement parlant, de ces débats-là. Ces débats empiriques qui viennent rencontrer et renforcer considérablement les débats épistémologiques amorcés déjà depuis 2019 par Collot Terrel, du moins Collot Terrel en 2003 et Nahi en 2019, qui déjà, selon eux, à bien des égards, du moins dans certaines mesures, on peut remettre en question la vision de Max et Weber, et en tout cas selon la réalité du terrain, parce qu'on va se rendre compte que, au nom du patriotisme collectif, est-ce que l'on va fermer les bras, nous comme jeunes, et nous laisser et se marcher dessus? Est-ce qu'on va fermer les bras, nous comme jeunesse, et se laisser se faire agresser, ou on va prendre les armes et défendre notre parti? Et c'est là même l'émergence des Ouazalendo. Ils se disent, mais oui, Max Weber, dans son temps, dans son époque, dans son contexte particulier, l'État avait encore une marge de manœuvre, n'est-ce pas, d'avoir le monopole de la violence. Mais dans le contexte qui est le nôtre, où les crises sont finalement internes, où les crises vont au-delà des armées nationales organisées, où les crises vont au-delà, n'est-ce pas, des confrontations entre États de manière classique, et qui sont le résultat d'une déclaration de guerre classique, où les crises deviennent de plus en plus complexes et qui menacent, n'est-ce pas, une dimension existentielle, qui menace l'identité même des populations ou des communautés, qui menace même leur, comment je dirais, leur identité nationale, parce que ça se passe sur les terrains beaucoup plus nationalisés, eh bien, est-ce que les jeunes vont croiser les bras? C'est là toute la question finalement épistémologique qui est sous-jacente dans ce débat-là. Et là, encore une fois, on va se rendre compte que dans ce débat intéressant, le brisisme de sécurité est en train de défier implacablement toute logique normative webérienne. Parce qu'on se rend compte finalement que les Ouazalendo qui émergent ou d'autres groupes, d'autres milices qui se disent nationalistes et qui veulent se battre aux côtés des FRDC ne vont pas s'aligner derrière Max Weber pour dire laissons à l'État son pouvoir, laissons à l'État sa capacité de faire son travail. Dès lors que, vous conviendrez avec moi, que l'État congolais s'est montré défaillant, en tout cas sur le plan sécuritaire. Mais vous ne me prenez pas. Quand bien même je donne l'impression de prendre position
pour Soliot Kellen ou pour Naï, qui ont amorcé ce débat épistémologique, il y a un danger. Il y a un danger dans tout ça, c'est que finalement, si l'État ne se montre pas vigoureux, si l'État ne se montre pas sérieux, si l'État ne remplit pas son devoir régalien, cela risquera de nous plonger dans un cycle de violence, dans un autre cycle de violence, où finalement, ces Ouazalendo, s'ils ne sont pas pris en charge après, peuvent constituer, n'est-ce pas, un danger ou, pour ne pas dire, une bombe à retardement après. Et donc, le débat, il est finalement épistémologiquement intéressant, mais à plusieurs facettes, et ça incombe, au bout du compte, à l'État de faire son travail. S'il le fait de manière isolée ou s'il le fait en collaboration avec d'autres branches comme les Ouazalendo, mais il est compte, s'il est à l'État, de recadrer les choses et de les remettre en ordre. Voilà. Et là, je suis en train d'atterrir finalement, la responsabilité, comme je l'avais dit tantôt, elle est partagée. Elle est partagée, comme je l'avais dit, entre l'État et la jeunesse. Que faire finalement? En termes de recommandations, avant mon propos conclusif, bien, l'État doit, et je l'ai toujours dit, en tout cas ceux qui me côtoient scientifiquement savent que je me suis d'ores et déjà aligné derrière la vision de Raymond Aron ou la vision de Claude Lewis qui pense que l'État doit être fort. L'État doit être fort autant diplomatiquement que militairement. Dès lors que l'État n'a pas une force diplomatique et militaire dissuasive, elle se fera toujours marcher dessus. L'État doit non pas seulement avoir une politique diplomatique forte, elle doit aussi avoir une vision militaire forte. Parce que finalement, on va se rendre compte, comme l'avait bien dit Clausewitz, que finalement la guerre, aussi calamiteuse qu'elle puisse être, n'est que la continuation de la politique et par d'autres moyens. Autant on le voit avec l'Union européenne qui, après les désengagements américains à son égard, s'est considérablement fortifié sur le plan militaire pour faire face aux nouvelles réalités du monde. Donc, qui sommes-nous pour ne pas, ou du moins, qui sommes-nous pour nous soustraire de cette réalité finalement objective et cette rationalité existentielle selon laquelle nous devons nous doter d'un appareil militaire puissant et dissuasif. Et je suis de ceux qui pensent que si on en avait depuis longtemps, tout ceci n'aurait pas pu arriver. Et au-delà de ça, à l'égard des jeunes, l'État a cette responsabilité. Déjà, il y a un lien entre le premier point et le deuxième point. Si, dès lors qu'il aura, ou du moins sera à mesure de mettre sur place une politique militaire forte, une politique diplomatique aussi forte, cela permettra, si pas de construire la paix, mais au moins de l'imposer. Et si cette paix est déjà imposée, cela nous permettra de poser des jalons de consolidation de la paix. Cela nous permettra de poser les jalons de consolidation de la paix parce qu'on ne peut finalement consolider ce qu'on n'a pas construit au préalable. Dès lors qu'on aura consolidé la paix, cela nous permettra de mettre, du moins, cela permettra à l'État, évidemment, de mettre sur pied des politiques sur le plan éducationnel, sur le plan de l'employabilité des jeunes, sur le plan de la formation des jeunes, pour qu'ils s'autosuffisent et qu'ils soient à l'abri des manipulations politiques, à l'abri des discours partisans, à l'abri, n'est-ce pas, des politiques séparatistes qui les gangrènent dans des cycles interminables de violence. Aussi, et c'est ce qui est fondamental en tout cas de mon point de vue, c'est que l'État devra être capable d'interroger la justice transitionnelle. Parce que sans celle-là, finalement, on va se rendre compte que l'on est en train de naviguer à vue dans un cercle infernal vicieux de violence. Parce que finalement, tous ces jeunes qui sont mobilisés dans des groupes armés, tous ces jeunes qui sont impliqués activement dans la violence et qui infligent la violence autres, ces jeunes peuvent être les victimes de demain. Et les victimes d'aujourd'hui peuvent être les bourreaux de demain. Pour briser ce cycle-là, il faut une justice transitionnelle. Cette justice, elle ne doit pas seulement être restauratrice, elle doit garantir la non-répétition. Elle doit également être punitive. Elle doit être punitive parce que finalement, on s'est rendu compte qu'avec l'expérience congolaise de la justice transitionnelle, on a eu des limites. On a eu des limites parce qu'on a privilégié des amnisties, on a privilégié des pardons,
On a privilégié des réparations sans poursuite pénale. Et aujourd'hui, ça donne, comment je dirais, ça donne une sorte de fougue à tous ces gens qui nous malmènent aujourd'hui parce qu'ils se disent que si nous intégrons les groupes armés, à un certain moment, on va dialoguer et en dialoguant, on va faire abstraction, comme on l'a toujours fait, de par l'histoire de la RDC, à une justice transitionnelle punitive. D'ailleurs, à la place, on sera gracié et on occupera des places de choix dans le gouvernement. Voilà un peu les déficits, les prix que nous sommes en train de payer, à mon avis, un prix malheureux du déficit de la justice transitionnelle qui ne prend pas tous ces piliers en considération. Et donc, à mon avis, l'État devrait mettre, une fois la paix instaurée, mettre en place une justice qui soit punitive et restauratrice. Il y a une justice qui nous garantit finalement les réformes institutionnelles et qui puisse mettre au cœur de sa politique la jeunesse. Parce que, eh bien, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, là-dessus au moins on est d'accord. Pour les jeunes, finalement, pour les jeunes, je suis fortement convaincu que la responsabilité de l'État, une fois qu'elle est remplie, elle facilitera la part de responsabilité de la jeunesse. Parce que ici maintenant, une fois que l'État a rempli sa responsabilité, ça sera aux jeunes de prendre conscience. Ça sera aux jeunes de prendre conscience de ça dans un premier état. Si nous restons dans cette dynamique de conflit, aujourd'hui même, ce premier point concerne la partie des choses, c'est que les jeunes devraient prendre conscience de la situation, de la particularité de la situation. C'est-à-dire que finalement, euh, vous ne pouvez pas être dans un contexte où on est en train d'abattre presque chaque soir, chaque nuit, chaque 4 heures du matin, un jeune, que vous puissiez vous balader aussi dans des endroits qui sont, du moins, rouges, entre guillemets, aujourd'hui, dans nos villes respectives. Les jeunes doivent prendre conscience, les jeunes doivent avoir une sorte de vigilance, une lucidité, une autodiscipline pour s'auto-protéger. Parce qu'à un certain moment, comme les Lingala le disent, je ne sais pas s'il y a des compatriotes congolais qui me suivent, moto quelquefois à Kufa Kazoba. C'est-à-dire, moto il fallait à Kufa Jésus, à Kufi mercredi. Cela veut dire que, à un certain moment, notre naïveté nous pousse à la mort. Il faut savoir lire le fil des temps. Il y a même la Bible qui le dit pour les chrétiens qui me disent. Lire le fil des temps nous permettra d'avoir cette discipline-là, d'être à la maison lorsque ça va mal à l'extérieur. Et d'être à l'extérieur pour dénoncer lorsque le contexte nous autorise ou nous permet de dénoncer. Et voilà. Il faudra que les jeunes puissent avoir finalement la capacité de transcender les différences. On aura, nous comme jeunes, on aura cette capacité de transcender les différences communautaires, politiques qui peuvent nous animer. Si l'État, en amont, met en place des institutions qui nous permettent de nous auto-suffire dans nos différents domaines respectifs. Sinon, la frustration prendra les pieds, encore une fois. Mais si l'État nous met dans des positions, dans des dispositions, dans des circonstances favorables à notre épanouissement économique, bien, comment je dirais, les frustrations n'auront pas de place. Les frustrations n'auront pas de poids. Et si les frustrations n'ont pas de poids, ce n'est pas la manipulation qui en aura. Ce n'est pas la manipulation qui en aura. Ce ne sont pas des discours séparatistes qui en auront. Donc, comme je le disais tantôt, la responsabilité de l'État vient, n'est-ce pas, poser un jalon à la faisabilité de la responsabilité de la jeunesse. Voilà, au moins, en gros, ce que je peux dire. Et donc, en conclusion, les jeunes que nous sommes à la fois proie et acteurs de la violence et des conflits, mais c'est à travers nous encore que l'État peut bâtir une paix durable. Parce que l'État ne peut pas finalement se passer de la jeunesse. Peut-être que dans ma phrase introductive, j'ai oublié de traiter des statistiques, d'autres peut-être après moi, que vous allez inviter les feront, traiter des statistiques pour comprendre combien la population congolaise est majoritairement jeune. Et donc, une nation majoritairement jeune ne peut pas se passer de sa jeunesse pour construire son avenir. C'est tout à fait impensable, inimaginable. Donc, dès lors que nous prenons conscience que nous sommes l'avenir de demain, à nous de prendre nos responsabilités, à nous de nous adapter à la particularité. Certes, les choses ne sont pas aisées,
mais c'est à nous de faire preuve de responsabilité, à nous de faire preuve de clairvoyance, à nous de faire preuve de discipline, à nous de faire preuve de résilience, surtout de résilience, et se dire que oui, on doit s'adapter, pas que l'on est lâche, parce qu'on fait preuve de résilience, mais parce que bien, on a une part à jouer dès lors que les choses vont aller pour le mieux. L'État a sa part de responsabilité, comme je l'ai dit tantôt. L'État est à l'État de mettre des dispositions diplomatiques, militaires, socio-économiques et sociales, mettre les jeunes dans de bonnes dispositions sur le plan multidimensionnel, comme je vais le dire, pour que, n'est-ce pas, ensemble, nous puissions nous circonscrire dans ce que OTFR a dit, comme je l'ai dit, dans, dans, dans la partie épistémologique, pour mettre des dispositions en place, que cette paix se construise finalement de manière collective. Qu'il n'y ait pas d'exclusion qui prennent le dessus, mais qu'il y ait la participation de tous pour une paix durable en République démocratique. C'est par là que je dis, je vous remercie. Les références sont là. Je ne sais pas si Esli vous partagera les documents. Sinon, merci pour votre attention. Super. Merci beaucoup. C'était vraiment une intervention très enrichissante. J'ai beaucoup appris. On va ouvrir le plateau pour les questions, pour ceux qui en ont. Sinon, je pense qu'on va finir là. Mais je pense qu'il y a il y a des personnes qui veulent quand même intervenir ou pas. Donc, c'était clair pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, je cherchais la main pour. Je ne parle pas de. Je ne trouve pas. Je ne sais pas si vous me donnez la possibilité de parler. Oui, c'est Monsieur Eric. Oui, là, oui, c'est effectivement. Très bien. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Eric Louindoa de l'organisation Génération Épanouie depuis la ville de Bukavu. Euh, je tiens d'abord à remercier l'équipe du Forbi qui a su organiser cette activité. Et en tout cas, nous vous remercions vraiment sincèrement parce que c'est une activité qui vaut la peine d'être organisée en ce moment où ce pays est en train de traverser le moment si difficile de son histoire d'ailleurs. Cependant, j'ai bien suivi, peut-être avec retard, oui, parce que je me suis connecté avec beaucoup de difficultés. Il y a la connexion qui m'a posé assez de problèmes au début, mais j'ai quand même suivi une bonne partie de la présentation de M. David Soumaïli, si je ne raconte pas de bêtises. Et en tout cas, c'était très intéressant au niveau où j'ai quand même deux questions à poser. Et la première, c'est que à partir du moment où il a intégré la notion de justice transitionnelle, la justice transitionnelle qui voudrait que bon, les gens puissent quand même payer les ponts cassés, réparer des choses qu'ils ont détruites. Et je voudrais savoir, en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, est-ce une erreur vraiment de tout abandonner comme charge de la part des belligérants, de la part de ceux-là qui détruisent au nom de la paix? Surtout que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir faire des alliances, parce que déjà, même dans son parler, il a soulevé l'aspect où l'État n'a pas, quand l'État n'a pas la force, il subit. Et nous, on a comme l'impression que notre État est en train de subir. Mais au nom de la paix, est-ce que il ne faut pas abandonner toutes les charges aux belligérants? Est-ce une erreur ou comment? Je crois que ma question elle est claire à ce niveau-là. La deuxième va au niveau où le frère David a parlé du fait que donc les gens ont tout à gagner à s'engager dans les efforts de la paix. Voilà. Les gens doivent s'engager dans les efforts de la paix. Mais personnellement, j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas suffisamment impliqués pour que nous puissions apporter un plus dans cette question, nous jeunes, en tout cas dans cette question de la paix. D'abord, la question, c'est que à Doha, il y a des négociations qui s'organisaient à l'époque. Combien de jeunes ont pris part à ces échanges-là? Vous voyez un peu. Alors, comment allons-nous faire?
Parce que là, déjà, nous faisons notre part, mais au niveau micro, au niveau le plus bas. Ce qui me fait croire que peut-être ça n'a pas assez d'impact pour que nous puissions vivre vraiment un Congo meilleur. Alors, que doivent faire les jeunes pour arriver à s'imposer, arriver donc que le dirigeant, que le politique puisse comprendre que, en tout cas, rien sans les jeunes, parce que c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Rien sans les jeunes et que l'on doit les impliquer dans toutes les phases possibles. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire, effectivement, pour arriver à faire cela? Voilà un peu, madame, mes deux questions. Je pense qu'elles sont suffisamment claires que j'aurai droit à des réponses. Merci. Oui. Donc, je vais laisser Monsieur David répondre aux deux questions. Alors, merci beaucoup. Seulement pour la première question, j'ai eu un petit souci de connexion, une petite interruption. Mais j'ai entendu, quand dit à passant, justice transitionnelle. Je sais pas, après avoir répondu à la deuxième question, je pense que M. Eric reviendra sur la première pour la récapituler. Mais en attendant, je vais répondre à la deuxième. Euh, J'espère finalement les jeunes qu'il y ait une conscience collective selon laquelle rien sans les jeunes. Évidemment, monsieur Eric, vous avez raison. Vous avez raison. Votre question est pertinente. Je vous en remercie. Et j'aimerais, dans une dynamique de réponse à la question, féliciter B4B pour cette initiative. Ces genres d'initiatives, normalement, devraient se multiplier. Devraient se multiplier. Ces genres d'initiatives verront à la face du monde qu'on est en train de braver notre peur, la terreur dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Et surtout, et là-dessus j'aimerais m'appesantir, que ces genres d'initiatives devraient impliquer les décideurs. C'est un livre, c'est un webinaire. Si on y associe les décideurs, je pense qu'ils prendront conscience que quand même les jeunes n'ont pas décidé de fléchir, n'ont pas décidé de se cloisonner ou de jouer à la lâcheté, mais ils sont prêts à échanger sur des questions qui leur sont vitales. Déjà, comme premier élément de réponse, c'est justement pour féliciter ces gens d'initiative et en guise de recommandation, demander à ce qu'ils se multiplient davantage et y associer les décideurs partout où ils se trouvent pour qu'ils comprennent que la solidarité, elle concerne également les jeunes. Mais au-delà de ça, c'est que vous avez raison quand vous dites qu'au niveau des droits, finalement, on n'a pas compté une forte participation de la jeunesse. Au moins, on peut quand même aujourd'hui noter la volonté du président de la République qui, petit à petit, commence à considérer la voix des jeunes en les intégrant, voilà, le ministère et tout ce qui va avec. Cela va de soi d'abord parce que c'est un ministère de la jeunesse. Mais en ce qui nous concerne, ce qui est du conflit aujourd'hui, c'est que dans, dans une étude Paxo conflicto-gène, si vous le permettez, dans une étude de paix et de conflit, la participation de tous est vitale. Raison pour laquelle j'ai dit, en termes de recommandations, que l'on devrait faire participer les jeunes. Si j'ai formulé cela comme recommandation, je suis parti du constat, comme vous d'ailleurs, qu'il y a une faible participation de la jeunesse. C'est pourquoi j'ai commencé par féliciter Forbi pour cette initiative. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une faible participation de la jeunesse et qu'il faudrait que les choses changent. Les choses vont changer déjà par la prise de conscience qu'il y a cette faible participation. Vous, à votre niveau, peut-être que vous avez déjà pris conscience. Cela n'est pas le cas forcément pour les autres. Le malheur que l'on a aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas aller à la radio et dire qu'il y a une faible participation de la jeunesse par rapport à ce qui se passe. Déjà parler de ce qui se passe, c'est déjà compliqué, du moins publiquement. Mais au moins, à la limite, à travers ces genres d'initiatives, l'on peut à la fois se mettre à l'abri et s'exprimer. Là, je note l'initiative de Pli qui a dit qu'elle a enregistré, elle a enregistré cette rencontre. Je pense que
si B4B, d'autres initiatives de la jeunesse parviennent à mobiliser collectivement et numériquement, pour ne pas aussi dire qualitativement, des jeunes conscients que les choses doivent changer, ça sera déjà un pas. Mais du point de vue des décideurs, qui sont les décideurs actuellement? C'est là toute la question. Qui décide aujourd'hui à notre niveau, pour ce qui est du Kivu, pour ce qui est de Goma, pour ce qui est de Bukavu, qui décide qui va changer les choses? On ne peut s'en remettre qu'à Kinshasa pour changer les choses aujourd'hui. Que finalement, pour ceux qui ont fait le droit international humanitaire comme moi, on conviendrait avec moi que dans la période, durant la période de la rébellion, les droits perdent toute sa substance. L'approche normative perd toute sa substance. Et c'est là systématiquement. On n'est plus dans une logique de ce qui doit être. On est plutôt dans une logique empirique et une logique de ce qui est. Et on doit s'y adapter. Et pas que l'on doit s'en accommoder, mais on doit s'y adapter, et tout en multipliant des mesures de résilience, n'est-ce pas? Comme c'est le cas pour cette initiative de B4B, des mesures de résilience pour essayer tant soit peu de changer de choses, de bouger les lignes. Mais pour ce qui est de ça, finalement, on peut multiplier les initiatives de plaidoyer en faveur des jeunes pour la paix. On peut multiplier ces genres d'initiatives. Là, je serai toujours en train de louer ces initiatives. Permettez-moi d'insister là-dessus. On peut, n'est-ce pas, à travers nos carnets d'adresses auprès des décideurs, pousser encore une fois, ou à travers les médias qui ont encore des ondes qui émettent dans les villes qui ne sont pas occupées, faire entendre nos voix et dire que cette fois, maintenant, nous voudrons nous faire attendre. Et pousser nos voix jusqu'auprès des décideurs, qu'ils prennent conscience davantage quant à la quintessence même de la participation de la jeunesse. Voilà un peu ma manière de répondre. La deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez rappeler, parce que c'est une petite interruption, je ne l'ai pas bien fait. Oui, c'était juste une question de savoir si c'est une erreur de tout abandonner comme charge au nom de la paix, en fait, comme vous avez parlé de la justice transitionnelle. Je ne sais pas. Parce que quand on ne sait pas se battre, on ne sait pas se défendre, est-ce que, au nom des coalitions, au nom de la paix, on se dit, bon, voilà, on se pardonne pour que l'on reste ensemble et que l'on récupère l'identité. Voilà un peu. Voilà, merci pour la question. Comme je l'avais dit, d'ailleurs, le fait que même que j'intègre les notions de justice transitionnelle dans mon exposé, c'était justement pour, tant soit peu, apporter une nouvelle réflexion par rapport à ce qui se passe historiquement dans notre pays. L'histoire de notre pays nous renseigne que l'on a privilégié au fil des temps les pardons et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation. On n'a même pas songé aux réparations. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec les génocodes, qu'on commence à y penser, c'est une initiative, cela dit, allouée de la part du gouvernement. Mais dire que l'on doit tout abandonner au nom de la paix, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et Kinshasa, j'ai comme l'impression que Kinshasa commence à prendre conscience de cela. Parce que j'ai entendu, à moins que ce ne soit pas des discours flatteurs, mais j'ai entendu dire qu'ils ne vont pas mettre de côté les professionnels. Quoi qu'il arrive à Doha ou à Washington, quoi qu'il arrive dans les accords finaux qui seront signés, ils ne vont pas mettre de côté les réparations et les professionnels. C'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que la justice transitionnelle, le terme là transitionnel devrait être, pour moi, c'est une justice dynamique, une justice punitive, tout simplement. Parce que qui dit transitionnelle dit post-conflit. Donc, pour moi, c'est une justice qui devrait commencer à être mobilisée même durant les conflits. Parce que les conflits peuvent avoir leur moment de rupture. Dans ces moments de rupture, on peut déjà commencer à demander des comptes au bourreau. Et cela permettrait, sans sortir de guérir les blessures des personnes meurtries. Voilà. Donc, bref, je ne crois pas qu'au nom de la paix, on puisse abandonner les profits qui, à mon humble avis, me paraissent fondamentales pour la concession de la paix. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous avons encore une quinzaine de minutes.
Souvent, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de questions, soit l'intervenant a été nul, donc on Oui, n'a rien compris, soit on a tout entre les deux. Je ne sais pas où me situer maintenant. c'est très clair, à mon avis. Et, euh, et je tenais juste à souligner que c'est pas l'initiative de Be4Be seulement. Nous travaillons avec une autre organisation qui s'appelle Génération Épanouie. J'ai même vu des filles ici. Donc, on se travaille ensemble. D'accord, merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je dis encore merci beaucoup à Monsieur David pour cette intervention. J'encourage chacun justement à faire un pas de son côté, que chacun fasse une action à sa façon pour lutter pour la jeunesse. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Si vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à ces sujets, nous sommes là Pas une justement pour être une voix. Oui, main, je vois, c'est Sylvain qui a levé une main. et je pense qu'il a clamé. Applaudissez. Ouais, si j'ai bien vu. Oui. Donc, nous sommes aussi une voix si vous souhaitez vous exprimer par rapport à un sujet en particulier, notamment par rapport au sujet de justice et paix. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère vous revoir tous nombreux dans l'une de nos prochaines sessions. Bonne journée. Merci beaucoup, Esli, merci pour la confiance. J'espère que j'ai été à la hauteur de Oui, vos attentes, oui. parce que je suis là-bas, mais bon, je ne sais pas. Au-delà même. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.